Le président Trump donne 48 heures au Hamas pour restituer les corps des otages restants sous peine d'en subir les conséquences. Et alors que le vice-président J.D. Vance atterrit en Israël pour tenter de maintenir le fragile cessez-le-feu, les législateurs déclenchent le chaos avec un vote surprise sur la souveraineté. Alors, le cessez-le-feu va-t-il tenir ou n'est-ce que le calme avant la tempête? Nous allons aborder tous les événements marquants de cette semaine dans Jérusalem Minute. Bienvenue dans Jérusalem Minute sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Aston, correspondant du Jewish News Syndicate. Nous sommes dans le centre médiatique de Jewish News Syndicate à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif, aux côtés d'Alex Treman, directeur général de Jewish News Syndicate. Alex, le président Trump a déclaré samedi que le Hamas doit commencer à restituer les corps des otages décédés. À ce stade, 13 des dépouilles de ceux qui ont été assassinés par le Hamas ont été restituées, mais ils ont refusé de rendre les autres corps. Que se passe-t-il ici? Le président Trump lance un ultimatum disant que vous avez 48 heures pour rendre tous les corps. Eh bien, nous voyons la direction du Hamas dire « Vous savez que cela ne va pas prendre des semaines, mais des mois. » Vous avez Israël qui dit que, à l'exception de seulement quelques corps, le Hamas sait où ils sont tous et qu'il devrait pouvoir les rendre en quelques jours. Mais c'est vraiment le Hamas qui met à l'épreuve la volonté d'Israël, qui met à l'épreuve la volonté des États-Unis. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre le système sous pression autant que possible afin d'essayer de pousser Israël à prendre des contre-mesures, que ce soit avec l'aide humanitaire. Cela exercera davantage de pression diplomatique sur Israël. C'est le jeu du Hamas, mais heureusement, il ne le joue plus avec des vivants, seulement avec des morts. Mais ici, Trump déclare très clairement, une fois de plus, que le Hamas doit respecter ses engagements. Il ne s'agit pas seulement de rendre les corps des morts, mais aussi de se désarmer. Savons-nous, en ce qui concerne ces corps, est-ce que le Hamas joue à des jeux? Savent-ils où ils sont? Est-ce qu'ils jouent à des jeux? Que se passe-t-il ici? Je pense que les renseignements indiquent qu'ils savent où sont la plupart d'entre eux. Non, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à essayer de les extraire réellement du sol. Et dans de nombreux cas où ils ont été enterrés, cet emplacement précis doit probablement être localisé et il pourrait se trouver sous les bâtiments détruits qu'Israël a dû gérer à l'intérieur de Gaza. Il est donc probable que beaucoup d'entre eux sachent où ils sont, selon les renseignements d'Israéliens, mais comme indiqué, le Hamas dit que cela prendra des mois. Il y a donc clairement un désaccord. Mais il est tellement important pour Israël de ramener tous ces corps chez eux. Je ne pense pas qu'Israël va abandonner là-dessus. La question est qui ira les récupérer si le Hamas ne le fait pas? Est-ce qu'Israël fera partie de cette force qui ira réellement récupérer ces corps? En même temps, le président Trump a répété à plusieurs reprises que le Hamas doit se désarmer. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, qui est ici en Israël, il a affirmé qu'Israël avait respecté ses engagements de cesser le feu et que désormais, selon le président, le Hamas devait se désarmer à l'avenir. Eh bien, vous savez, je pense que nous revenons à cette question. Le Premier ministre affirmait que la pression des combats était le meilleur moyen d'obtenir des concessions du Hamas. Et ce que cet accord de cessez-le-feu a fait, c'est qu'il a essentiellement empêché Israël de tirer et Israël s'est retiré à une position. Maintenant, évidemment, Israël contrôle toujours 50% de la bande. C'est pas la position que Hamas voulait, mais on est clairement dans une situation où Israël n'est plus dans la partie ouest de Gaza et il ne tire pas sur Hamas. Et peut-être que vous auriez pu obtenir plus en ce qui concerne le fait d'amener le Hamas à rendre ses armes, à faire en sorte que les dirigeants du Hamas ou ceux qui possèdent des armes les remettent ou acceptent une amnistie et quittent la bande. Vous savez, s'ils étaient encore sous le feu, mais ce n'est plus le cas, non. Donc, Rubio dit qu'Israël respecte ses obligations de cesser le feu, ce qui est important parce que les médias occidentaux essaient de dire que les deux parties le font. On entend souvent « le Hamas viole le cessez-le-feu et Israël réagit ainsi ». Marco Rubio affirme très clairement que non. Israël respecte ses obligations dans le cadre du cessez-le-feu et ce plan exige spécifiquement que le Hamas se désarme et que Gaza devienne une zone démilitarisée. Nous allons parler davantage du Hamas et de leur rôle potentiel le lendemain, comme on l'appelle, de la guerre. Cependant, Rubio a aussi affirmé que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens n'aurait aucun rôle futur à Gaza, ce qui est crucial.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ne va jouer aucun rôle dans cela. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ne va jouer aucun rôle. Les Nations Unies sont ici. Les Nations Unies voient le travail qu'ils accomplissent. Donc, c'est un regroupement d'environ 8 à 12 groupes qui sont présents ici. Les Nations Unies, elles sont ici, elles sont sur le terrain. Nous sommes prêts à travailler avec elles si elles peuvent faire fonctionner cela. Mais pas l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est devenue une filiale du Hamas. C'est important car la Cour internationale de justice a ordonné cette semaine à Israël de mener des opérations humanitaires via l'Agence de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Maintenant, la question est de savoir quelle juridiction possède la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice n'a pas conclu un génocide d'Israël, mais a seulement exigé qu'ils prennent des mesures pour éviter que cela ne se produise. Et ils n'ont pas rouvert cette affaire, d'après ce que je comprends, même si cela pourrait arriver à l'avenir. Vous savez, Israël ne respecte pas les décisions de la Cour internationale de justice, ne considère pas que c'est un organisme objectif et estime qu'elle n'a rien à dire sur ce qui va se passer à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais Marco Rubio a clairement dit qu'il voit l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine comme une branche du Hamas. Ou peut-être qu'on pourrait le dire dans l'autre sens, que le Hamas est en réalité une filiale de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine était le principal employeur à Gaza avant la guerre. Et ils font partie de ce mandat des Nations Unies qui a été extrêmement critique envers Israël, adoptant plus de résolutions contre Israël que contre tous les autres pays. Non pas contre un autre pays, mais contre tous les autres. C'est ça. Il est donc rassurant d'apprendre que les États-Unis ne souhaitent pas que l'Office de secours et de travaux des Nations Unies soit reconstruit ou ait un rôle dans la bande de Gaza. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que le Hamas n'ait pas non plus de rôle à jouer. Je l'ai toujours dit, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, c'est le Hamas. Mais je veux évoquer la diplomatie en chaîne qui a lieu ici. Marco Rubio est en ville. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, vient juste de partir il y a quelques jours. Regardons cette vidéo du vice-président ici en Israël. Ce que nous avons vu la semaine dernière me rend très optimiste pour le maintien du cessez-le-feu. Et si nous passons de la situation d'il y a une semaine à une paix durable et à long terme entre Israël et Gaza, il y aura des hauts et des bas. Parfois, les choses ne sembleront pas aller bien. Compte tenu de cela et de l'histoire du conflit, je pense que chacun peut être fier de notre situation actuelle. En ce moment, je me sens très optimiste. Puis-je dire, avec une certitude absolue, que cela va fonctionner? Non, mais on ne fait pas des choses difficiles en ne faisant que ce qui est absolument certain. On fait des choses difficiles en essayant. C'est ce que le président des États-Unis nous a demandé. Donc, le vice-président Vance est optimiste quant au maintien du cessez-le-feu. Hier, les forces de défense israéliennes ont frappé des cibles terroristes au centre de Gaza, éliminant au moins un terroriste selon nos informations. Situation comparable au nord avec le Hezbollah. Si Israël voit une bombe à retardement, quelqu'un sur le point de mener une attaque contre des soldats israéliens, ou peut-être des civils israéliens, Israël a le droit de frapper, même avec un cessez-le-feu en place. Nous vivons de vraies montagnes russes diplomatiques. Nous avons signé l'accord et le président Trump est venu. Nous avons récupéré les otages et tout le monde en Israël s'est senti très bien face à la situation. Vous savez, c'est une grande joie de voir les otages revenir. Nous avons entendu le discours du président Trump au Parlement. On n'aurait pas pu avoir un discours plus pro-Israël, vous savez. Il a béni le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob depuis notre Parlement pendant notre fête. Il a évoqué Netanyahou comme gagnant, salué le courage des soldats israéliens et souligné l'importance de ramener les otages. Et tout le monde s'en est plutôt bien sorti, même si nous avons dû avaler cette pilule amère en libérant 250 terroristes palestiniens des prisons israéliennes, qui étaient là parce qu'ils avaient commis des meurtres. En plus des 1700 autres arrêtés pendant la guerre à Gaza et rendus. Donc même s'il y avait une pilule amère, les gens se sentaient plutôt bien. Et puis tout à coup, J.D. Vance arrive et les gens se demandent, vous savez pourquoi J.D. Vance doit-il venir seulement quelques jours plus tard? Apparemment, il voulait voir ce qui se passait de ses propres yeux. Il n'a pas été l'un des diplomates clés travaillant dans la région. Ceux-là ont été Rubio, Kushner, Witkoff. Ensuite, Vance arrive, tient une conférence de presse et dit des choses qui, selon moi, ont fait réfléchir certains Israéliens. Comme il l'a dit, ce sont deux peuples qui se détestent. Je pense qu'il est injuste de dire que ce conflit oppose deux peuples qui se sont toujours détestés. Israël a toujours été méfiant envers les Palestiniens car ils ne partagent pas la même vision du monde. Mais les Israéliens étaient prêts à vivre en paix côte à côte et à céder des terres pour cela.
C'est pourquoi nous nous sommes retirés de la bande de Gaza afin de donner aux Palestiniens une parcelle de terre avec laquelle ils pouvaient travailler et essayer de construire un avenir meilleur pour leur propre peuple. Mais que fait le peuple de Gaza? Il a élu le Hamas, organisation terroriste dont la charte appelle à la destruction d'Israël. Ce n'est donc pas simplement deux peuples qui se haïssent. C'est comme une nation cherchant à vivre dans un quartier difficile face à une autre, dont la raison d'être est de détruire Israël. Et la seule différence réelle avec le Hamas à l'extrême, c'est qu'ils appellent ouvertement à l'anéantissement direct d'Israël. Ensuite, l'autorité palestinienne affirme que pour anéantir Israël, il faut d'abord prendre ce qu'on peut, soit la moitié du pays par une solution à deux États, puis s'occuper du reste via le droit au retour et d'autres méthodes. Donc, vous savez, je pense simplement que c'est un faux paradigme que Vance a présenté. Et encore une fois, quand nous avions Trump, vous savez, bénissant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, cela signifie que la façon dont le peuple juif se tourne vers Dieu, c'est ainsi que Trump voulait bénir le peuple juif. Nous savons que lors de sa première visite, Trump est allé au mur occidental. Lorsque Rubio est venu ici lors de sa première visite, il est allé au mur occidental. Vance avait déjà visité le mur occidental, mais lors de son voyage en tant que vice-président, il a déclaré se rendre à l'église du Saint-Sépulcre. Il se trouve à quelques mètres du mur occidental, mais il a choisi de ne pas y aller. Et il a également parlé du fait que Jésus était appelé le prince de la paix. Bon, c'est très bien, d'accord, je comprends cela. Il a dit qu'en tant que chrétien, cette terre est très importante pour lui, mais aussi en ce qui concerne simplement les protocoles auxquels tous les dirigeants mondiaux et diplomates sont formés. En Israël, sachez que pour les Juifs, Jésus ne fait pas partie de notre testament. Vous savez, cela ne fait tout simplement pas partie de nos croyances et de notre système de valeurs. Les diplomates américains ne sont normalement pas censés évoquer cela en conférence de presse, mais Vance l'a fait. Et je pense que c'est un certain signal. Mais vous avez aussi vu comment, et nous en parlerons dans une minute, quand Israël, son Parlement, a voté sur des questions de souveraineté dans toute la Judée et la Samarie, en particulier à Ma'ale Adumim, qui est en fait l'une des plus grandes villes de Judée et des montagnes de Judée. Il a dit que si c'était un coup politique, c'était vraiment stupide, et il a ajouté qu'il en était personnellement offensé. Quand j'ai demandé, on m'a répondu que c'était un geste politique sans impact concret, uniquement symbolique. Écoutez, si c'était un coup politique vraiment stupide et j'en suis personnellement un peu offensé. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre politique. Et si certains veulent faire des votes symboliques, ils peuvent le faire. Mais nous n'étions certainement pas satisfaits de cela. Vous savez que le vice-président vient ici et dise qu'il a été personnellement offensé. Quand vous savez, nous voyons ce que dit le Hamas. Vous savez, même lorsque les Saoudiens parlent de, vous savez, normaliser avec Israël, ils parlent aussi d'un État palestinien. Sur les lignes de 67, c'est très offensant pour les Israéliens, mais nous ne disons pas que tout ce que disent les autres nous offense. Donc, le fait qu'il montre qu'il a été personnellement offensé, il y a beaucoup de questions différentes sur, vous savez, si la visite de Vance s'est aussi bien passée que celle de Trump. La visite de Trump nous a laissé une bonne impression. Celle de Vance était restée inaperçue. Ici, beaucoup espèrent que Vance ne dirigera pas la politique israélienne. Pour avancer, cela dépend surtout de Marco Rubio, désormais ici, et qui tient un discours positif lors de son voyage. Mais je pense que c'est aussi un avertissement, parce qu'il y a une forte possibilité que J.D. Vance soit le prochain candidat républicain à la présidence. Le candidat à la présidence des États-Unis. Un doute subsiste sur le fait que J.D. Vance soit aussi favorable à l'État d'Israël que Donald Trump. Oui, c'est effectivement une source d'inquiétude, surtout selon vos propos. Dire qu'elle se déteste, c'est comme comparer un criminel à un policier. Cela ne se fait pas. Il existe une différence entre le Hamas et l'État d'Israël, mais mercredi, les législateurs israéliens ont adopté en première lecture l'extension de la souveraineté juridique sur la Judée et la Samarie. Beaucoup pensent que c'était un coup politique pour nuire à Netanyahou, bien qu'il ait affirmé soutenir la souveraineté sur la Judée et la Samarie. L'opposition et d'autres tentent de faire adopter ce projet, surtout lors de la visite de J.D. Vance, pour nuire au premier ministre Netanyahou.
Et en fait, le Premier ministre Netanyahou est allé sur X et a dit en gros que ce n'était qu'une manœuvre. Oui, il soutient la souveraineté, mais le moment n'était pas idéal. Il voulait affaiblir la coalition là-bas. Eh bien, vous savez, je pense vraiment que c'était une manœuvre. Et je pense que je suis plutôt d'accord avec Vance dans le sens où c'était un coup politique. Mais pas selon Vance. Pour moi, c'était une erreur pour ceux qui défendent vraiment la souveraineté en Judée et Samarie. Parce que ce que vous avez fait ici, en présentant cette résolution, alors que la vice-présidente était ici, alors que le cessez-le-feu commence tout juste à s'installer, alors que le président parle de se précipiter vers des accords de normalisation, mais sachant très bien que vous, faire avancer la souveraineté à ce moment précis, va bloquer les négociations pour un accord de normalisation, que ce n'était pas le bon moment. Et le premier ministre, vous savez, je ne suis pas sûr que le premier ministre soit un grand partisan de la souveraineté. Je pense qu'il est partisan d'une sorte de souveraineté limitée. Mais il ne voudrait le faire qu'avec le plein soutien des États-Unis. Il ne s'opposerait pas à la volonté du président Trump pour aller de l'avant avec la souveraineté en Judée et Samarie. Le premier ministre a affirmé qu'il n'agirait pas ainsi maintenant. Après le fait que ce projet de loi ait été présenté par des membres de l'opposition. D'accord. Nous voyons que certains membres de la coalition ont voté pour. Nous avons vu que les projets de loi ont été adoptés. L'un des projets de loi a été adopté par 25 voix contre 24. D'accord. Si vous calculez ici, le Parlement compte 120 membres. Donc, un projet de loi sur une question aussi sérieuse que l'extension de la souveraineté d'Israël en Judée et Samarie. Ce projet de loi ne devrait pas être adopté avec seulement 25 voix, mais désormais, le président des États-Unis doit y répondre, en disant qu'Israël n'allait pas annexer ou appliquer sa souveraineté en Judée et Samarie, et en voyant Vance s'y référer comme à la Cisjordanie et dire « et le président Trump s'y référer comme à la Cisjordanie ». Maintenant, je pense que cela freine vraiment ce qui était un élan très positif vers la souveraineté. Donc, je pense que le fait que vous voyez des Israéliens qui, vous savez, sont soit tellement obtus qu'ils ne comprennent pas comment cela pourrait nuire à la relation entre Israël et les États-Unis. Vous savez, parce que ça. Ça alimente la méfiance entre les deux administrations qui ont travaillé si étroitement ensemble sur le cessez-le-feu concernant l'Iran. L'opération en juin-juillet. Donc, la dernière chose que vous voulez faire quand vous travaillez aussi bien avec vos partenaires, c'est d'alimenter la méfiance. Et je pense que soit les Israéliens qui faisaient partie de ce projet de loi n'ont pas compris qu'ils semaient la méfiance. Cela montre à quel point ils sont incapables de diriger ce pays. Je sais que certains à droite pensent que la droite devrait diriger et que Bibi n'est pas assez à droite. Mais Netanyahou est très sophistiqué et on voit qu'il y a un manque de sophistication chez ceux qui ont voté pour cela, mais il y a aussi ceux qui ont compris que cela provoquerait une rupture entre Trump et Netanyahou. Et le fait que des membres de la Knesset iraient jusqu'à causer ouvertement une blessure ou des dommages à la relation entre Trump et Netanyahou parce qu'ils comprennent que nous allons vers une période électorale et qu'ils ne veulent pas voir Netanyahou être réélu, qu'ils mettraient Trump en colère contre Israël à cause de cela. Je veux dire, à quel point peut-on être stupide? Je veux dire... Je ne pense pas qu'il soit stupide. Je pense, enfin, tu sais ça. C'était une tentative délibérée d'utiliser ce prétexte pour mettre le Premier ministre en difficulté et le discréditer. C'est se tirer une balle dans le pied. Oui, absolument. Vous savez, bouleverser toute la dynamique qui existait jusqu'à présent pour ses propres intérêts politiques, au lieu de penser au bien du pays, c'est... Encore une fois, c'est aussi compréhensible que... J'ai peur que cela n'ait pas freiné le mouvement pour la souveraineté. Car au fond, la souveraineté sert l'intérêt direct et essentiel du peuple juif. Les Juifs portent ce nom car ils viennent de Judée. Genre, nous sommes ici non seulement pour Tel Aviv, mais aussi pour tous les lieux bibliques mentionnés ces semaines, situés en Judée et en Samarie. Vous savez, donc vous ne voulez pas voir de recul à ce niveau-là et vous ne voulez jamais utiliser votre souveraineté, d'accord, comme un ballon politique. J'étais contrarié quand le premier ministre a évoqué l'annexion de la vallée du Jourdain pendant une campagne électorale. Et puis il est revenu sur sa promesse parce que c'est ce qu'il pensait devoir faire pour conclure un accord de normalisation avec Bahreïn et les Émirats arabes unis.
On ne met pas sa souveraineté sur le marché. On n'utilise pas sa souveraineté comme un ballon politique, ni pour ceux qui veulent retirer la souveraineté, ni pour ceux qui veulent l'imposer. Ce n'est pas une question de ballon politique. C'est une question essentielle qui doit être traitée uniquement avec sérieux et en partenariat. Absolument, je suis d'accord. Je dis toujours que la souveraineté et ces questions de construction en Judée et Samarie ne doivent pas être considérées comme un jeu politique ou disons une punition envers les Arabes pour leur comportement. Cela doit simplement être fait parce que c'est la bonne chose à faire. Je l'ai déjà dit, nous verrons comment cela évolue. Mais pour la normalisation que vous évoquez, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a provoqué une certaine agitation avec ses déclarations concernant la normalisation avec l'Arabie Saoudite par rapport à la souveraineté. Et regardons la vidéo de Bezalel Smotrich. Si l'Arabie Saoudite exige la création d'un État palestinien pour la normalisation, nous devrions répondre « merci ». Mais continuez à monter des chameaux dans le désert et nous poursuivrons le développement de notre économie et de notre État. Donc ici, il dit que si la normalisation avec l'Arabie Saoudite signifie que nous allons avoir un État palestinien ou que nous n'allons pas appliquer la souveraineté, alors non merci. Il a dit aux Saoudiens « continuez à monter des chameaux dans le désert », ce que beaucoup de gens ont trouvé méprisant. Il s'est ensuite excusé pour ses propos, affirmant qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit après avoir été dénoncé de toutes parts. Mais parlons de Bezalel Smotrich et de ses commentaires à ce sujet concernant l'Arabie Saoudite. Je veux dire, il s'est excusé, il a dit que sa déclaration n'était pas réussie et qu'il regrettait l'offense qu'elle avait causée. Cependant, en même temps, je m'attends à ce que les Saoudiens ne nous offensent pas en niant notre lien avec notre patrie historique. Et je pense que, vous savez, on voit beaucoup, le monde arabe en particulier, il parle beaucoup de la création d'un État palestinien, certainement l'Europe occidentale, le Royaume-Uni, la France. D'autres aussi parlent de la création d'un État palestinien. Et d'une certaine manière, quand on regarde le projet de loi sur la souveraineté dont nous venons de parler, c'est une réponse directe à toutes ces discussions sur la création d'un État palestinien. Et peut-être qu'on peut trouver un certain arrangement maintenant, que si les gens ne veulent pas entendre Israël pousser la souveraineté en ce moment. D'accord? Juste à ce moment précis. Et ils ne veulent pas voir de projet de loi sur la souveraineté et ils ne veulent pas qu'on parle ouvertement d'appliquer notre souveraineté en Judée et Samarie. Eh bien, peut-être qu'ils pourraient se calmer sur toutes leurs discussions à propos d'un État palestinien. Je veux dire, ces deux choses vont ensemble. Vous avez le choix. Vous pouvez soit avoir la souveraineté israélienne, soit avoir un État palestinien, soit garder le statu quo. D'accord? Maintenant, certaines personnes veulent un État palestinien. Israël ne va pas faire ça, ça n'arrivera pas. Un État palestinien ne sera pas une récompense pour le massacre terroriste le plus odieux. La formule initiale, qui était le cadre directeur vers l'État palestinien, c'était les accords d'Oslo, appeler la terre contre la paix. Ce n'est pas appeler la terre pour un massacre, n'est-ce pas? C'est justement ce qui inquiète Israël. En 2005, quand Israël a annoncé son retrait de Gaza, il a demandé « Comment pouvez-vous faire cela ?» Et qu'est-ce qu'on a vu qu'ils ont fait avec la terre? Ils l'ont transformé en Gaza, ils l'ont transformé en cet enfer qui avait tout un réseau de tunnels avec des milliers, des dizaines de milliers de roquettes. Elle a servi de rampe pour des attaques continues contre Israël. Israël estime, à raison, qu'un État palestinien en Judée et Samarie serait similaire à Gaza. Regardez, vous savez, les 6 et 7 octobre 2023, et ils n'ont pas tort. Ils ont totalement raison et ils n'ont aucune raison de penser le contraire. Donc, vous savez, si les pays continuent à parler d'un État palestinien, ce qu'ils obtiendront en retour, c'est qu'on parle de souveraineté. Et s'ils ne veulent pas qu'Israël parle de souveraineté, peut-être qu'ils devraient arrêter de parler autant de la création d'un État palestinien. Au fait, en ce qui concerne Smotrich, ce vendredi dernier, dans les synagogues à travers tout le pays, son parti a distribué des brochures indiquant tout ce qu'il a accompli en tant que ministre au sein du ministère de la Défense également. Concernant les autorisations de construction en Judée et Samarie, cela doit aussi être souligné. Nous avons déjà mentionné le Hamas et la question de savoir s'ils resteront ou non au pouvoir. Le lendemain de la guerre, l'expert commentateur des affaires arabes Ezvi Yehezekli a averti que l'administration Trump, avec les médiateurs en particulier Witkoff et Kushner, s'apprête à créer une situation dans laquelle le Hamas restera au pouvoir à Gaza. Un article du Wall Street Journal expliquait que le plan israélien soutenu par Kushner, Witkoff et l'administration vise à séparer Gaza en deux. Une zone sous contrôle israélien, l'autre sous contrôle du Hamas. Israël développant sa partie sans reconstruire celle du Hamas. Alors,
Que sait-on exactement du plan selon le Wall Street Journal dans lequel le Hamas serait en fait responsable de certaines parties de Gaza une fois que la guerre sera officiellement terminée? Actuellement, Israël contrôle la section est de Gaza. Il contrôle 53% du territoire. Il contrôle la frontière sud avec l'Égypte et la frontière nord avec Israël. Le Hamas est surtout sur le littoral, qui reste une zone neutre. C'est pas que le Hamas possède ou contrôle ce territoire, mais il y a actuellement une lutte de pouvoir majeure qui se déroule dans ces zones. Et je pense que ce que vous allez voir, c'est qu'Israël ne va pas reculer d'un centimètre de plus par rapport à la ligne jaune. Tant que le Hamas reste actif et militant dans la zone de Gaza que les forces de défense israéliennes ne contrôlent pas, vous constaterez aussi que la reconstruction se fera uniquement dans les zones sous contrôle des forces de défense israéliennes. En plus de cela, je ne pense pas que le Hamas contrôle tout ce territoire sur la côte ouest. Il y a aussi des clans qui contrôlent certaines parties de ce territoire. Donc, ce que vous avez en réalité maintenant, c'est une situation où les centres de contrôle sont en train d'être formalisés d'une manière ou d'une autre. Et le Hamas, il pourrait émerger comme étant en contrôle d'une certaine zone, mais ils sont isolés dans une zone précise. Et ce qui se passera plus tard, c'est que s'ils continuent d'agir de manière militante, s'ils continuent d'être armés dans la rue, s'ils continuent de tirer, ce que vous verrez alors, c'est qu'il sera beaucoup plus facile pour les forces de défense israéliennes d'entrer dans ces zones isolées et de terminer le travail dans ces zones où le Hamas s'est consolidé. Alex, nous arrivons presque à la fin, mais je pense qu'il est important de noter que la session d'hiver du Parlement israélien, la Knesset, vient de commencer il y a quelques jours. Netanyahou a affirmé à la Knesset que l'État juif était plus fort que jamais après 2 ans de guerre. Il a déclaré que ses choix courageux ont renforcé le statut de Jérusalem comme puissance régionale et porté un coup décisif à l'Iran. En même temps, il y a beaucoup de discussions sur ce qui va se passer concernant une future élection israélienne. Si cela va se produire maintenant dans les 90 prochains jours, 120 jours, si cela va tenir et que nous aurons des élections prévues à la fin de 2026. Il y a aussi beaucoup de discussions sur la situation impliquant les ultra-orthodoxes et leur incorporation dans les projets de loi sur la conscription militaire israélienne. Globalement, à quoi peut-on s'attendre de cette session de la Knesset? Il semble que ce sera une session assez importante ici, compte tenu de la situation d'Israël à ce stade, 2 ans après le début de cette guerre. Eh bien, le Premier ministre a répété à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière environ que les élections n'auront pas lieu de manière anticipée. Elles auront lieu comme prévu à la fin du mandat, c'est-à-dire à la fin de 2026, en gros, dans environ 1 an à partir d'aujourd'hui. Plusieurs raisons peuvent inciter le Premier ministre à organiser des élections anticipées. D'abord, le cessez-le-feu et le retour des otages vivants sont des succès. Et il doit effectivement y avoir un retour du mandat à un certain moment. Et les Israéliens devraient pouvoir choisir qui sera leur dirigeant dans cet environnement d'après-guerre. Le Premier ministre a aussi confirmé sa candidature. Un autre avantage d'une élection anticipée est que la période électorale sera limitée à 90 jours. Et je pense que ce sera une élection amère et douloureuse pour Israël, car toute la douleur du 7 octobre y sera intégrée. Certainement, vous voyez tout ce mouvement qui a récemment été le mouvement du Forum des otages, mais avant cela, c'était la Force Kaplan contre la réforme judiciaire, et avant cela, c'était le mouvement Crime Minister anti-Netanyahou. C'est toujours le même mouvement. Et ils continuent toujours de manifester. Ils manifestent encore chaque samedi soir. Ils vont essayer de mobiliser autant de soutien que possible contre Netanyahou, contre la droite avant les élections. Donc, arracher le pansement et le faire aussi rapidement que possible pourrait être bénéfique pour les Israéliens. Et si cela ne doit se produire que dans 1 an, ce que vous faites en réalité, c'est annoncer que nous entrons dans une campagne électorale d'1 an. Et c'est effectivement ce qui semble se passer. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas une période d'unité interne, mais plutôt une période de discorde avec des déclarations très laides de la part des politiciens, des manifestations et des blocages de routes. Et toute cette mauvaise énergie que nous avions dans les mois qui ont précédé le 7 octobre, nous pourrions en fait la ressasser de manière très négative.
Mais en même temps, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne serait peut-être pas dans l'intérêt des membres de la coalition, y compris du Premier ministre, d'organiser des élections maintenant. Et vous avez mentionné le projet de loi qui exigerait la conscription des ultra-orthodoxes dans l'armée. Maintenant, s'il y a des élections et qu'un autre gouvernement arrive au pouvoir, vous pouvez être sûr que le projet de loi qui sera adopté sera moins clément que celui sur lequel la coalition actuelle travaille. Et il y a eu récemment un changement à la tête de la Commission des affaires militaires et étrangères. Boaz Bismuth dirige désormais la commission, remplaçant Yuli Edelstein, qui défendait un projet de loi plus strict. Le projet de loi Bismuth est beaucoup plus nuancé et accorde un certain temps pour augmenter progressivement l'enrôlement des religieux dans l'armée. Et je pense que cela aura... En fait, il y a plus de chances que ce soit couronné de succès parce qu'on ne peut pas simplement changer ce statu quo à coup de masse. Il faut agir avec douceur et aussi donner à l'armée le temps de comprendre comment les intégrer de manière efficace. Parce que vous ne voulez pas simplement qu'ils franchissent la porte et s'engagent, vous voulez qu'ils s'intègrent réellement et avec succès dans l'armée. Et cela va impliquer la création de toutes sortes de fonctionnalités et il faudra que ce soit fait de manière stratégique. Les ultra-orthodoxes de la coalition veulent que ce projet de loi soit adopté et appliqué par ce gouvernement. Ils n'ont donc aucun intérêt à participer aux élections. En même temps, pour le premier ministre Netanyahou, en ce moment, il travaille avec le président Trump. Il semble que le président Trump insiste pour que ce cessez-le-feu tienne. C'est important pour lui. Et il veut aussi faire avancer ses projets de normalisation aussi vite que possible. Si vous participez à une élection comme sous l'administration Trump précédente où les scrutins s'enchaînaient, ces pays ignorent avec qui ils signent, ce qui ralentit le processus. Et je pense que pour le président Trump, il pourrait dire « Hey, on a un an, on peut faire beaucoup en un an. N'interrompez pas tout pour une élection, voyons ce que nous pouvons accomplir d'ici là. » Donc, je pense qu'il y a des raisons de soupçonner que le premier ministre va essayer de garder son gouvernement aussi longtemps que possible et de ne convoquer les élections qu'à la date prévue, fin de l'année prochaine. Alex, je suis presque sûr que c'est exact. En 78 ans d'État d'Israël, seuls 4 gouvernements ont accompli un mandat complet. Si vous nous regardez, vérifiez sur Google pour voir si j'ai raison. Je crois que c'est arrivé seulement 4 fois. L'un d'eux sous le premier ministre Netanyahou. Voyons si cela se répète. Oui, mais cela ne signifie pas que ce gouvernement était pleinement fonctionnel ou idéal. Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit le cas pour plusieurs raisons. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que si Netanyahou l'emporte lors d'une autre élection, il formera à nouveau le même gouvernement. Je pense que s'il en avait l'occasion, comme auparavant, il pourrait gouverner depuis le centre. Et il se pourrait même que vous trouviez un gouvernement qui fonctionne mieux. En même temps, ce sera un gouvernement moins stable parce qu'au final, l'aile gauche veut évincer Netanyahou du pouvoir. Seule cette aile droite est prête à maintenir Netanyahou en poste. Et il y a une sorte d'alignement idéologique ici, mais cela ne veut pas dire que ça fonctionne correctement. Donc, d'un côté, c'est stable, mais de l'autre, c'est un peu dysfonctionnel. D'un autre côté, vous savez, tous les gouvernements israéliens sont naturellement un peu dysfonctionnels. Et il y a certainement aussi beaucoup de gens ici qui regardent la carte politique et qui, globalement, ne sont pas satisfaits. Même s'ils estiment que Netanyahou est actuellement le meilleur choix et qu'Israël n'a pas d'alternative, ils veulent voir quelque chose de différent à la Knesset et cela signifie probablement qu'ils souhaitent voir 120 nouveaux membres de la Knesset ou une réforme complète du système politique. Ainsi, vous n'avez pas ce système parlementaire instable. Vous pourriez avoir des limites de mandat pour dans des réformes judiciaires et une représentation régionale. Ça, ce qui n'existe pas aujourd'hui. D'accord. Et il est probable qu'il y ait une révolution politique qui ait lieu, mais il est douteux que tout cela se produise avant la prochaine élection. Nous suivrons de près cette session d'hiver à la Knesset et tiendrons tout le monde informé. Alex, excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Jérusalem Minute. Je tiens à saluer tous ceux qui travaillent dans l'ombre ici. Ryan Lischitz, Zach Zickerman, Esther Eden et Yuri Svirsky. Assurez-vous d'aller sur la chaîne télévisée du Jewish News Syndicate pour découvrir tout le contenu incroyable que le Jewish News Syndicate a à offrir. Retrouvez l'actualité en direct sur JNS. Orgue pour Israël, le Moyen-Orient et le monde juif. À la semaine prochaine dans Jérusalem Minute. Passez une excellente semaine.